Quel genre de futur souhaitons-nous construire? Accélération du changement climatique, intelligence artificielle et biotechnologie, croissance de l'exclusion et de la fragmentation. Notre monde devient de plus en plus complexe et incertain. Il nous confronte à de nombreux défis significatifs. Le savoir et l'apprentissage sont les ressources renouvelables les plus importantes dont dispose l'humanité pour relever les défis et inventer des alternatives. Pourtant, l'éducation ne se contente pas d'apporter une réponse à un monde en mutation. L'éducation transforme le monde. Mais pour créer les futurs que nous voulons, nous devons repenser l'éducation. L'UNESCO lance une initiative mondiale qui vise à réimaginer la façon dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. Nous avons le regard tourné vers 2050 et au-delà, et nous souhaitons avancer avec vous pour discuter, débattre et revoir les façons dont l'éducation nous permet de devenir ce que nous voulons devenir. Pour nous-mêmes, pour les autres, pensez ensemble pour pouvoir agir ensemble. Joignez-vous à la conversation et créons les futurs que nous voulons. Donc voilà, le cadre est posé. Donc du coup, je vais vous poser la première question. On va commencer par Alexandre. La première question, c'est alors, quels devraient être les objectifs collectifs? Non, c'est pas la première question, pardon. Quand tu penses à 2050, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir et qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Qu'est-ce qui me donne le plus d'espoir? En fait, je vais répondre aux deux questions en même temps. C'est que les bouleversements que l'on vit en ce moment, qu'ils soient sanitaires, écologiques, sociaux, religieux, terroristes, en fait, ces bouleversements soient une invitation à tout repenser, que la transformation des métiers, la revalorisation de certains par rapport à d'autres, en lien avec la crise sanitaire, nous oblige également à repenser notre éducation. Ça, c'est ce qui m'inquiète et me donne de l'espoir. Et après, ayant créé la Fabrique Spinoza il y a 10 ans, il y a presque 10 ans, et dont l'objet social est de replacer le bonheur au cœur de la société, mon espoir, c'est que on arrive à un alignement beaucoup plus fort, beaucoup plus net entre l'apprentissage des compétences qui permettent d'être heureux, d'une part, et d'autre part, l'apprentissage des compétences qui nous permettent de trouver notre place dans la société. Les biologistes disent que le bonheur est un état de fonctionnement optimal de l'organisme, et optimal en termes cognitifs, en termes biologiques, en termes émotionnels, en termes intellectuels, de toutes les manières possibles et imaginables. Et vu ainsi, eh bien, le bonheur est une aspiration qui répond aux besoins de l'individu et aux besoins de la société. En d'autres termes, je pense que à la fois parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école et parce que elle nous donne les clés pour être ce que nous pouvons être, en paraphrasant un peu l'UNESCO. Donc l'UNESCO nous dit l'éducation nous... Ouais. Alexandre, il y a ton micro qui frotte sur ta chemise. Est-ce que là, ça va mieux? Ça ira mieux comme ça, ouais. D'accord. Donc pour paraphraser l'UNESCO, nous permet de devenir ce que nous voulons devenir. Eh bien, que l'éducation nous donne les compétences psycho-socio-émotionnelles, mais pas seulement, qui nous permettent d'être heureux pendant que nous y sommes, pendant ces longues années où nous allons à l'école, puis à l'université, et par la suite, eh bien, d'être heureux dans notre existence. L'une des convictions qu'on a acquises à la Fabrique Spinoza, c'est que le bonheur
est à la fois quelque chose de fortement intangible, de très subjectif, et en même temps qu'il existe des universels qui peuvent être peut-être des universels à décliner par culture, mais quand même des substrats universels qui peuvent être découverts, réfléchis et développés à l'école. Je vais prendre quelques exemples. La gratitude ou l'optimisme, on pourrait penser que ce sont des traits de caractère. En fait, d'après les psychologues, ce sont des compétences psycho-socio-émotionnelles, c'est-à-dire des choses que l'on peut développer, telles des muscles. Et aujourd'hui, on connaît les protocoles qui permettent de le faire. Dans le monde de l'entreprise, il suffit pendant 21 jours. Il y a un bruit de fond pendant que je parle. Est-ce que je suis le seul à l'entendre ou vous l'entendez aussi? Ouais, Non. ça fait scrus, 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 scrus. Ah, c'est bizarre. Et donc, il y a des organisations qui invitent des collaborateurs pendant 21 jours de suite à formuler des messages de gratitude pour eux-mêmes vis-à-vis de l'univers et vis-à-vis de leurs collègues. Et en ces 21 jours, on arrive à changer les circuits neuronaux. On arrive à transformer la structure même du cerveau et permettre à des individus de développer la gratitude. Dans le champ de l'éducation, c'est Omar Zana qui a beaucoup travaillé sur l'empathie. Il y a des passerelles très fortes entre l'empathie et la gratitude. C'est pareil pour l'optimisme. C'est Charles Martin Crum, le président de l'association française et francophone de psychologie positive, qui rappelle que l'optimisme est une compétence et non pas un trait de caractère. Et donc, il peut être acquis, transformé, développé entre quelques jours et plusieurs mois. Et donc, ces clés, ces chemins vers l'épanouissement sont liés à des compétences qui peuvent être apprises. Et donc, mon espoir pour l'éducation de demain, c'est que réalisant l'importance de l'épanouissement en termes philosophiques, mais en termes d'utilité sociale aussi, ça soit replacé au cœur de notre système éducatif et donc que l'on intègre au cœur du parcours éducatif l'apprentissage de ces compétences qui le favorisent. Alors, malgré tout, on pourrait quand même dire c'est principalement sympathique cette idée, mais l'important demain, c'est de trouver un job. Vraiment, la recherche pluridisciplinaire, la neuroscience, la psychologie, l'économie du bonheur, la biologie, tout va dans le sens de dire que quand on se sent bien, on apprend mieux et on fonctionne mieux. Lorsqu'on est stressé au travail ou à l'école, on se réfugie dans son cerveau reptilien. On est dans un état qui est la prostration ou bien le combat ou bien la fuite. Et dans cet état-là, on a des capacités cognitives qui sont extrêmement réduites. Capacité cognitive réduite, ça veut dire un être humain qui est rabougri, qui est rétréci. Et ça veut donc dire qu'on est en incapacité d'apprendre et de faire. Et inversement, c'est la psychologue positive qui s'appelle Sonia Lyubomirsky, qui elle dit que en expérimentant des compétences, des émotions positives pendant quelques temps, on développe des nouvelles compétences et on les ancre dans le cerveau. Elle appelle cette théorie la théorie broaden and build, élargir et construire. Et donc l'expérience même d'émotions positives fabrique des compétences, fabrique de la créativité, fabrique de la capacité d'analyse, fabrique une autre manière de se relier les uns aux autres. Et donc, tout ce que je partage là, toute cette conviction, c'est vraiment dans le sens de dire que le bonheur n'est pas une danseuse philosophique, une utopie pour des doux rêveurs ou un bonus, un avantage collatéral d'un enseignement effectif. C'est quelque chose qui peut être placé au cœur même de notre ambition éducative. Et au cœur même, ça veut dire que on peut imaginer que pour 2030 ou 2050, en faire un principe fondamental, tout en le gardant dans un cadre démocratique, en faire un principe fondamental qui guide l'élaboration de nos politiques d'éducation en termes de formation des profs, de construction des programmes, de maintien d'un bon climat scolaire et ainsi de suite. Et je vais m'arrêter là, Julien, parce que je me dis que c'est une bonne première réponse avant de laisser
en termes de temps avant de laisser la place à mes camarades Impeccable. aujourd'hui. Merci Alexandre. Sophie, tu as cliqué sur un bouton mute, c'est-à-dire que ton micro là il est coupé. Ouais. Ok, parfait. Ah, c'était Mais parce que des fois, on entend la voix de la personne qui parle en plus. Et je me demandais s'il fallait couper les micros pour que ça n'arrive ok. pas. Ah, peut-être. Si vous voulez, on peut faire ça. Hein. On peut faire ça, ouais. Ouais. Que chacun coupe ses micros. Sophie, du coup, ben, à toi la question. D'accord. Euh, hmm. Qu'est-ce qui me donne le plus d'espoir et qui me préoccupe le plus? Ce qui me donne le plus d'espoir, c'est qu'on n'a jamais été dans une telle situation. C'est inédit. C'est la première fois qu'on est face qu'on est sur ce vaisseau spatial, la Terre, avec autant de monde, avec autant de défis, autant de complexité, dans une situation qui nous amène au pied d'un mur qu'on connaît pas en fait. On n'a jamais vécu cette situation, donc ça en fait une belle opportunité aussi de mieux nous connaître, de mieux nous rencontrer en tant qu'espèce. Parce que si on arrive à cet endroit-là, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, je les trouve passionnantes en même temps que effrayantes aussi. Euh, donc moi, ça me donne envie de mieux comprendre et puis de pouvoir apporter, à partir de cette compréhension, quelques éléments qui permettraient d'améliorer les choses. Voilà, donc c'est un peu pareil qu'Alexandre, c'est que ça fait un peu une seule réponse, c'est-à-dire que en même temps, on est dans une situation dangereuse, inédite, inconnue, donc qui fait peur, et en même temps, cette situation est une opportunité. Après, je ne suis pas certaine que l'école réponde à toutes à tous les enjeux, ni à toutes les problématiques qui se posent à nous aujourd'hui, et que justement, on est dans un contexte où on a un président qui voudrait réduire beaucoup le champ des possibles au niveau de l'instruction et de l'éducation des enfants, et du coup, je crois que la richesse éducative et la pluralité de propositions reste très très importante dans ce qui va se passer. Enfin, pour moi, on entre dans l'ère encore plus de la biodiversité des écosystèmes, et pour qu'il y ait biodiversité, il faut qu'il y ait pluralité de pratiques, de vues, de visions, voilà, que ce soit un système très adaptatif qui puisse répondre à des situations très complexes et très variées. Donc, est-ce que l'école va savoir faire ça? Je sais pas. L'école, elle reste indispensable dans nos sociétés, mais pour moi, c'est pas la seule réponse. Donc, il y a évidemment l'engagement de chacun. C'est comme s'il y avait un chantier pour moi qui est double. C'est un chantier extérieur et un chantier intérieur. On pourrait dire c'est jardiner à l'extérieur et jardiner à l'intérieur de soi chacun. Mais pour que ça soit possible, eh bien, dans mon expérience avec les enfants, c'est que on permette à ce jardin intérieur de grandir en puissance et de vraiment devenir un potentiel même pour l'humanité à partir de ce que chacun est. Lorsque effectivement, je rejoins, il y a la confiance, il y a l'empathie, il y a le respect de ce que nous sommes en tant qu'espèce aimante, en tant qu'espèce qui a besoin de donner du soin et surtout d'en recevoir quand on est un enfant. Et en même temps, il y a un environnement à l'extérieur qui vient nourrir la personne, les personnes, et prendre soin de cet environnement, aller dans des alternatives par rapport à cet environnement pour offrir de la richesse, des possibles, de l'innovation, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre sans oublier la nature, parce qu'il s'agit pas non plus de remettre sur le métier un espèce de système qui va être pensé par notre mental et qui va s'imposer à la nature. Il est plus que jamais temps de l'intégrer, ou de nous intégrer plutôt à elle, plutôt que l'inverse. Et donc, pour que ces deux choses-là soient possibles ensemble, il me semble que il y a à tenir compte de
profondément de qui nous sommes avec les nouvelles connaissances qu'on a. On a plein de connaissances maintenant aussi en neurosciences. On a fait l'expérience d'à peu près toutes les idéologies au fil des siècles. Et c'est comme si ce qui restait, c'était justement arrêter peut-être de vouloir changer à partir de l'impact qu'on peut avoir sur l'extérieur. Donc, on essaye tout le temps de changer l'extérieur, d'adapter des nouvelles réformes, des nouvelles écoles, des nouveaux systèmes éducatifs, des nouvelles pédagogies, etc. Donc, on voit bien que c'est insuffisant et que il pourra pas y avoir de changement à l'extérieur si c'est pas fait, le ménage n'est pas fait à l'intérieur. Donc, pour les adultes qui sont là, pour nous, qui sommes déjà dans une phase de maturité entre guillemets, et bien sûr permettre aux enfants de cultiver ce jardin intérieur, de rester connectés à eux-mêmes, à ce qu'ils sont vraiment, de pouvoir diminuer le poids de l'ego globalement sur la planète, en permettant aux enfants de cette liberté de rester soi, quoi, d'avoir suffisamment de confiance, suffisamment de liberté, suffisamment de un environnement inspirant, riche, où on arrête avec cette logique de domination-soumission, où l'enfant doit juste s'adapter, mais qu'il puisse rester lui-même. C'est ça qui me semble central aujourd'hui. En intégrant, j'imagine, les enseignants, les parents et les enfants. Tout à fait. Okay. Merci Sophie. Philippe, qu'est-ce que tu penses de cette question? Je te la remets. Alors, quand je pense à 2050, qu'est-ce qui me donne le plus d'espoir? Ce qui me préoccupe le plus? En matière d'espoir, d'espérance, j'ose le dire, moi, je porte en moi cette intime conviction que le réel que l'on habite, il est profondément amical. Les astrophysiciens, la physique quantique nous le dit. On est dans un réel qui est maillé, qui est subtil. On nous parle de niveau de réalité. Je pense que quand on a fait des expériences de se sentir relié, de se sentir connecté, de se sentir faire partie d'un grand tout, eh bien, cette expérience-là, moi que je nomme comme expérience primordiale, eh bien, nous montre que finalement, il y a une espérance qui est réelle. C'est plus que l'espoir, l'espérance. C'est qu'on est, je crois, dès l'instant où on est sur ce, comme disait Sophie, ce vaisseau spatial extraordinaire, eh bien, une aventure est possible, une aventure autour de l'amitié, autour de la fraternité. Je crois que c'est possible. C'est un coup, ça demande, Alexandre l'a dit, Sophie aussi, d'être, que nos enfants soient en relation avec des adultes qui soient des référents, qui précisément aient pu expérimenter leur amabilité, qu'ils aient pu expérimenter, je reprends un peu, c'est pas simple de s'exprimer après déjà 2 personnes, 2 camarades, comme dit Alexandre, d'avoir expérimenté cette amabilité inconditionnelle. Je suis aimé sans rien faire ni paraître. Et je crois que ça, c'est pour moi finalement une espérance très vive. Ce qui peut-être me contrarie et qui parfois me met du doute, c'est de pressentir que sur la question de l'autorité symbolique, je pense qu'on a un travail considérable à faire. Est-ce que finalement on entre dans une autorité qui met la main dessus, qui contrôle, ou est-ce qu'au contraire, finalement, l'éducation, c'est plutôt finalement pourrait s'appuyer sur une autorité qui prend soin, une autorité qui suscite, une autorité qui engendre. Et on voit bien que cette autorité-là, c'est une autorité qui fait grandir, qui fait croître, et c'est plus une autorité qui contraint, qui isole, qui piège. Et ça va chercher finalement nos représentations un petit peu sociétales. Est-ce que finalement on est finalement sur une autorité pyramidale où il y a quelqu'un qui décide pour l'ensemble, ou est-ce que finalement on ne peut pas gagner en horizontalité? Est-ce qu'on ne peut pas gagner en horizontalité? Moi, je me rends compte que cette question de l'autorité symbolique, je pense que c'est un énorme chantier en matière d'éducation. Ce qui me touche et ce que je remarque aussi en tant qu'enseignant, pédagogue et chercheur en matière d'espérance, c'est le potentiel, le génie de nos enfants.
hein, cette capacité à l'émerveillement, cette capacité à la danse, à la joie, que bien des adultes ont perdu. Ça, je suis toujours émerveillé. Là, je suis en Normandie avec ma fille, une de ses copines. On a passé la journée sur la plage. J'ai pu voir effectivement ce mouvement allègre de tous les enfants par rapport à la mer, par rapport à un coquillage. Donc, pour moi, l'espérance, c'est déjà de prendre en considération ce potentiel de vitalité, ce potentiel qui n'est tendu que vers le mouvement de la vie de chaque enfant. Et ça, je crois que vraiment, ça, c'est à prendre en compte. Et puis, celles et ceux qui sont soucieux de l'éducation, eh bien, qu'ils aient le souci de ne pas dénaturer précisément ce potentiel. Hein, ce potentiel, ce génie. Je crois qu'on appartient au vivant et le vivant est génial dans le sens où ce vivant, finalement, nous invite à vivre et ne pas à mourir. Et je pense que quand on a expérimenté ça en soi, je pense que c'est, pour moi, c'est le plus important. Alors, moi, j'aimerais apporter aussi, pour moi, et peut-être c'est pas l'objet là aujourd'hui d'en discuter, mais il me semble que on peut, en matière d'innovation et en matière d'espérance, aborder la question de la spiritualité laïque. J'entends par spiritualité laïque cette capacité qu'on a finalement à s'émerveiller, à s'étonner, à ressentir une joie qui n'est pas dépendante d'un objet qu'on reçoit, mais qui est une joie gratuite, une joie due à, je ne sais pas, un coucher de soleil ou cette sensation finalement d'appartenir au pays de la vie et de sentir qu'on peut se mettre à courir, qu'on peut se mettre à danser. Hein, spiritualité au sens de pressentir que on ne connaît pas le monde, on ne se connaît pas vraiment foncièrement. Et qu'il y a, et là je souscris à ce que partage Sophie, il y a toute une dimension finalement dans l'éducation à voyager sur le plan intérieur, finalement à apprivoiser son écologie intérieure avant de parler d'écologie extérieure. Ça, je crois que vraiment c'est un mouvement qui pour moi est garant d'une espérance forte. C'est-à-dire que on a si peu exploré finalement l'intériorité. Et je crois que là, voilà, dans le contexte dans lequel on est, où on voit bien que nos systèmes n'atteignent pas la cible du bonheur auquel on aspire tous, d'un bonheur simple, d'un bonheur sobre, eh bien, je crois que là, eh bien, on a effectivement dans cet inconnu, dans ce qui nous porte, dans ce qui respire en nous, eh bien, on a, je pense, effectivement à réfléchir. Et je vois que, étant dans l'éducation nationale, cette porte ouverte à la pratique du yoga qui est effective depuis 3 ou 4 ou 5 ans, comme la philosophie, sont des petites portes ouvertes où de nombreux enseignants s'en saisissent et il se passe quand même vraiment des choses. Et puis en matière d'espérance, qui pour moi est vraiment supérieure à espoir, dès l'instant où on permet à un enfant d'apprendre à chercher, si j'apprends à chercher, j'apprends à trouver. Si j'apprends à me chercher, j'apprends à me trouver. Évidemment, en matière d'éducation, se connaître soi ou avoir des éléments de connaissance de soi, eh bien, c'est peut-être le sésame pour entrer en relation avec les altérités, celui, celle qui est différent de moi, mais pas simplement celui, celle humain, celui, celle non humain. Alors, non pas pour terminer sur mon temps de parole sur quelque chose qui m'inquiète, il me semble que le monde, finalement, dans son ensemble, essaye de penser un avenir sans la nature. Et moi, cette rupture avec le socle, finalement, de l'humus, avec ce socle de la terre, m'interpelle énormément, me questionne et parfois, oui, m'angoisse de dire mais comment peut-on penser finalement un système ou une proposition ou un espace, un cadre d'éducation sans effectivement penser, intégrer, j'ai envie de dire le jardin avec un J majuscule. Donc voilà, donc en synthèse, je pense qu'effectivement nous sommes là ici et maintenant confrontés à un contexte avec de multi-défis et ces multi-défis révèlent, je pense, vraiment un potentiel extraordinaire d'enfants, d'adolescents, de jeunes. Je pense qu'il faut regarder cela plutôt que ce qui ne va pas, mais je crois qu'on est vraiment à un temps d'une bifurcation où il nous est proposé de nous adapter, de nous transformer
et très certainement nous humaniser, hein, et d'être enfin finalement des êtres de relation en relation finalement avec le réel de toutes les relations possibles. Merci Philippe. Caroline, ça ne doit pas être évident de passer en dernier. Oui, en même temps, c'est chouette parce que ça montre toute la complémentarité de nos pensées, de nos approches. Je vous dis juste, il y a des travaux dessus qui viennent de démarrer là. Donc j'espère que ça va pas gêner et que vous m'entendrez. Alors moi, pour répondre simplement à cette question, c'est vrai que si je me projette en 2050, je suis préoccupée, ça c'est certain. C'est-à-dire que je trouve que l'état du monde est assez catastrophique et que ça va en s'accélérant et qu'on rentre dans un phénomène d'amplification. Je trouve que pour moi, la Covid est un peu annonciatrice de tous les challenges auxquels on sera probablement amené à faire face par la suite. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir, ça. On s'était pas imaginé être masqué comme on l'est en ce moment. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à être, moi, très optimiste et à cultiver l'optimisme, comme tu le disais, Alexandre, puisque ça se cultive, c'est une compétence qui s'entretient. Et j'ai, par moments, quand même des moments d'incertitude, de stress pour les enfants dont je m'occupe ici à l'école et pour les miens aussi, en me disant mais qu'est-ce qu'on va leur laisser, quoi. Et en même temps, je trouve que cette accélération de toutes ces catastrophes, ces événements extrêmes, ça crée aussi des sursauts en ce moment, je trouve. J'ai depuis 13 ans que j'ai créé Living School, je trouve que viennent à moi de plus en plus de gens qui sont en quête de sens et qui font une réorientation beaucoup plus rapide que ce que j'ai connu les années précédentes. Pendant des années, j'ai pu voir des gens qui s'interrogeaient, qui, oui, avaient des postes très bien payés dans des grosses boîtes, mais qui n'étaient pas nécessairement prêts à sauter le pas, à changer de vie et à se dire qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce monde et faire en sorte qu'on marche un peu moins sur la tête et on soit un peu plus heureux sur Terre. Et je trouve que dernièrement, je croise de plus en plus de gens que je trouve courageux et qui font des vrais changements rapides. Et l'école est l'une des solutions, mais je trouve qu'on est dans un timing qui est tellement serré. Antonio Guterres nous avait dit en septembre 2018, il nous reste 2 ans pour réorienter, sinon on va droit dans le mur. Et voilà, on est maintenant en octobre 2020. Et je me dis, oui, est-ce qu'on a suffisamment réorienté? Pas vraiment. Et donc pour moi, les écoles, le problème, c'est qu'on travaille sur un temps qui est long. Et donc, du coup, j'ai mis à Living School, on a mis dans la boucle les parents d'élèves parce que ça fait des années qu'on se dit, si on a besoin de changer ce monde, on a besoin de le changer rapidement et on a besoin de le changer là où les adultes ont des responsabilités. Or, on a la chance quand même en accueillant des enfants d'avoir des adultes dans l'école qui ont des responsabilités et du coup, on les interpelle, nous les interpellons à fond sur mais à quoi contribuez-vous au jour le jour? Et je pense que cette question du sens, elle est essentielle. Elle est essentielle à l'école, mais elle est essentielle partout dans toute la société. Et je suis assez heureuse de dire qu'à notre actif, on a beaucoup de reconversions de parents qui ont pu travailler, par exemple, dans les énergies fossiles et qui, là, s'est réorienté pour faire de la chaussure éthique. Donc, voilà, des changements de vie où les gens sont clairement plus heureux, c'est-à-dire qu'on contribue clairement à leur épanouissement, à leur bonheur, et où, clairement, ils font un mieux sur la Terre plutôt que d'enfoncer davantage le problème. Donc, je trouve que, enfin, j'aimais bien ce que disait Sophie sur l'opportunité, c'est-à-dire que dans cette grosse problématique, c'est aussi une opportunité puisque on était comme une grenouille à cuire à petit feu et on se rendait pas compte qu'on était en train de périr doucement. Mais le fait que les choses nous secouent davantage, on commence à prendre la température de l'eau et à se dire tiens, j'ai peut-être envie de sortir de la marmite là. Et je pense que c'est ce genre de sursaut qui peut permettre qu'on se bouge. Et je rejoins complètement Philippe sur cette notion du potentiel. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est ce potentiel. C'est-à-dire que
on a tous, on dispose tous, adultes comme enfants, d'un potentiel de création, d'imagination, de réorientation, de prise de conscience, d'évolution qui est infini, mais complètement infini. Et c'est juste que nous n'en sommes pas conscients. Et je me dis, si nous pouvons faire ce travail de rendre au fur et à mesure les gens conscients qu'ils ont ce potentiel pour se réorienter, pour réorienter leur activité, pour moins s'énerver et plus s'affirmer, par exemple, moins réagir et plus s'affirmer. Si au fur et à mesure chacun fait des petits repositionnements comme ça, c'est toute la société qui change. Et, et ce potentiel, il est immense et je trouve qu'on a tous une responsabilité énorme quand on en devient conscient de permettre à chacun d'en devenir conscient, de passer le message. Et, et je vois vraiment ce que ça fait puisque là, nous, pour la première année à Living School, on accueille des collégiens et en grande majorité des collégiens qui n'avaient jamais fait le parcours chez nous jusqu'à maintenant. Et on prend vraiment la mesure de ce qu'a pu faire l'éducation plus classique sur des enfants qui n'étaient pas conscients jusqu'à maintenant de leur potentiel et qui arrivent chez nous et qui d'un seul coup réalisent ah ben en fait ouais j'ai du potentiel et qui prennent conscience que on peut aussi être dans une dynamique de non-jugement où on va pas condamner l'autre, où on va pas être dans la critique négative, où on va pas coller une étiquette sur lui. Et cette dynamique de non-jugement, mais là, cette première période écoulée, ça a fait une révolution, mais une révolution. Et ils sont jeunes, ils ont entre 10 et 12 ans. Mais ce qui me donne de l'espoir, c'est de me dire, même quand on arrive à 10-12 ans, eh ben voilà, on peut permettre déjà des grosses réorientations. Leur vie, ils vont l'envisager différemment parce que ils sentent que, bah, ils ont le potentiel de faire ce qui les fait vibrer au fond, ce qui et enfin, on leur donne de l'espoir sur le fait qu'ils vont pouvoir se réaliser. Et je pense que ça, c'est vraiment un message à diffuser au maximum, le fait qu'on est tous uniques, qu'on a tous des talents uniques à apporter au monde et que c'est important de consacrer ce temps justement à chercher ce talent unique qui est au fond de chacun de nous pour pouvoir le révéler, l'apporter et qu'on est tous un peu comme les pièces d'un puzzle. On dit ça à nos élèves, c'est vous êtes comme les pièces d'un puzzle. S'il manque quelqu'un à l'appel, eh ben le puzzle est incomplet. Et c'est vrai, sur la Terre, on est tous comme les pièces d'un puzzle et s'il manque une pièce, on n'est pas complet. Et je pense qu'on a besoin de travailler cette unité et j'ai beaucoup aussi aimé ta notion de spiritualité laïque, Philippe, parce que oui, je sens qu'on a besoin de ressentir qu'au fond, on est tous un, on est tous unis. Et si on peut faire cette expérience le plus tôt possible dans la vie d'un enfant, c'est acquis. Et après, on juge moins, on se sent plus proche les uns des autres, l'empathie est là. Enfin voilà, après, il n'y a plus qu'à être heureux. C'est clair. Merci, Voilà. Caroline. Du coup, tiens, tu vas enchaîner. Je vais te poser la deuxième question. Donc ça, c'est le deuxième thème, on va dire. C'est les finalités de l'éducation. Donc cette question, elle porte sur le pourquoi de l'éducation. À noter que l'éducation doit être comprise comme toute forme d'apprentissage organisée pour les personnes de tout âge. Donc, compte tenu des visions de 2050 que tu viens de décrire, quels devraient être les objectifs collectifs de l'éducation en 2050 ? Moi, je pourrais reprendre une phrase que j'ai dite tout à l'heure, ce serait de permettre à chacun de réaliser qu'il a un talent ou des talents uniques et de pouvoir apporter au monde et de pouvoir s'autoriser à les exprimer pleinement. Pour moi, ce serait vraiment ça, ce que nous aurions tous à faire en termes d'éducation à tous les âges de la vie. Et c'est ce que je trouve formidable de pouvoir faire aussi avec nos parents d'élèves. C'est-à-dire de leur dire, mais alors, et toi, ton rêve, ton talent, c'est quoi? Et des gens à 40, 50 ans qui se réveillent et qui se disent, en fait, oui, c'est vrai, quoi, j'ai du talent, j'ai quelque chose à apporter. Et donc, pour moi, la finalité, c'est celle-là, c'est de pouvoir permettre à chacun déjà de prendre conscience qu'il ou elle a du potentiel, un plein potentiel, et de pouvoir le réaliser. Et j'ajouterais, en termes de talent unique, je vois depuis toutes ces années qu'on est à Living School que combien les enfants, les jeunes, les parents ont plaisir à se sentir utiles. Et donc, je pense aussi que nos talents uniques ont aussi à voir avec le fait de contribuer.
de contribuer à la société, au monde, de contribuer au fait qu'on se sente tous un peu plus heureux sur cette terre et pas un peu plus malheureux chaque jour, parce que clairement la société actuellement elle crée de la souffrance en masse. Et donc je trouve que on devrait aussi consacrer du temps au sens, à la finalité de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le message qu'on envoie, c'est on est quand même dans un système qui est ultra sélectif, dont l'objectif est de sélectionner une élite qui va fonctionner plutôt dans l'abstraction. Et quand on discute un peu avec ces gens qui sont de l'élite, entre guillemets, leur objectif, c'est quand même de faire carrière, d'avoir de l'argent. Et c'est pas du tout de contribuer. Et je trouve nous aurions tous besoin de rappeler que le plaisir et la joie à être sur Terre, c'est quand même de pouvoir oui, contribuer, apporter un plus dans la vie des autres, tout en étant bien soi. Je suis pas du tout dans le sacrifice. Alors là, moi, je trouve que ça me parle pas du tout le sacrifice. Je trouve que c'est s'épanouir soi pour épanouir les autres. C'est en débordement. Parce qu'on est bien soi, parce qu'on est bien rempli, alors ça déborde vers les autres, naturellement. Mais pas en sacrifice, pas oulala, il faut faire le bien autour de soi en se serrant la ceinture. Ça, pour moi, ça marche pas. Donc voilà, c'est ces grandes idées-là. C'est peut-être un peu brouillon, un peu foufou. Non, ça va, c'est clair. Merci Caroline. Et toi, Alexandre, ce serait quoi donc pour toi les objectifs collectifs de l'éducation en 2050? Faut que tu remettes ton micro. Ah, je vais couper le mien. Ça m'alimente beaucoup, hein, ce que j'entends, hein, ça fait écho, ça fait envie. Je suis vraiment ravi de revoir certains et de rencontrer d'autres. Moi, en fait, cet été, on a fabriqué un programme politique à la Fabrique Spinoza. Tu vas voir le lien avec la question, Julien, qui s'intitule 170 propositions pour une société plus verte, plus fraternelle et plus heureuse. Et le titre est à la fois sérieux au début et puis moins sérieux dans la deuxième partie. Mais en fait, le plus important, c'est le sous-titre. Et le sous-titre, c'est expérience, conscience et interdépendance. Et moi, je suis persuadé qu'une des finalités collectives de l'éducation, ça va être de cette prise de conscience de cette interdépendance. Et en fait, ce concept, il est magique, mais il passe par l'expérience. On est un pays d'intellectuels et d'intellect. On est l'héritage du siècle des Lumières et c'est pas le corps qu'on a mis en avant ou les émotions au siècle des Lumières. Heureusement que un peu avant, il y avait Spinoza, sans précis pour ma paroisse, qui voulait faire un lien apaisé entre les émotions et le corps. Et il a raison. Et donc pour moi, c'est d'abord une expérience qui peut nous permettre de prendre conscience de notre interdépendance. Alors on va dire, mais pourquoi placer cette finalité on est 5 et on est en train de parler de spiritualité. À quoi bon tout ça? Alors, moi, je pense que l'interdépendance, c'est la juste relation à soi, la juste relation à l'autre et la juste relation à la nature, à la planète ou au vivant. Et la juste relation à soi, on a vraiment besoin d'arriver à prendre du temps. Il y a quelques années, il y a un sondage qui établissait que les jeunes entre 16 et 25 ans estimaient pour quelque chose comme 80% d'entre eux ne pas avoir quelques minutes pour souffler par jour. Et quelques minutes pour souffler quand même, c'est incroyable. Et dans le même temps, on a des institutions auxquelles on s'attendrait pas du tout, comme le Parlement anglais, qui arrive à créer des groupes multipartisans de méditation avec l'initiative Mindfulness. Et donc on voit que dans des endroits inattendus, en fait, on s'autorise à penser le fait de se centrer, se connaître, s'apaiser, rester serein. Donc juste relation à soi. Et la pratique de la méditation est probablement l'une de celles qui est à la fois la plus ésotérique et la plus en train de trouver son chemin dans le monde de l'éducation, parce qu'on en voit les bénéfices et on voit qu'elle n'est pas idéologique, mais qu'elle elle peut s'appuyer sur la médecine, voilà, qui a des vrais bienfaits. Donc, interdépendance, c'est juste relation à soi, juste relation aux autres. Moi, j'aime beaucoup cette association qui s'appelle l'École de la philanthropie, qui invite des élèves à fabriquer des gâteaux
et ensuite à les apporter à des enfants qui sont à l'hôpital, juste pour que ces enfants aillent mieux, et ensuite pour voir ce que ça fait d'être philanthrope, d'être généreux. Et ça, à nouveau, c'est pareil. On fait l'expérience, on n'est pas dogmatique, on fait l'expérience de l'altruisme, de la générosité. Et cette expérience-là, elle peut trouver son ancrage pour aussi faire le pendant avec des mesures politiques. Elle peut trouver son pendant dans l'extension de l'enseignement coopératif. L'enseignement coopératif, c'est à la fois une plus grande efficacité sous certaines circonstances de l'apprentissage, mais c'est aussi l'apprentissage, le méta-apprentissage de la fraternité. Et ça, c'est magnifique. Alors, petite parenthèse quand même, on a tendance à croire que l'apprentissage coopératif, il suffit d'avoir un peu de bon sens et que ça se fait bien. En fait, c'est Sylvain Connac, le chercheur, un des chercheurs référents là-dessus, qui rappelle que si je crée un système où certains sont toujours à tutorer et à accompagner les autres, et je ne crée pas de réciprocité, alors cette forme de coopération est contre-productive parce qu'elle éteint certains et elle fait surbriller d'autres. Donc, l'apprentissage de l'interdépendance à l'autre vient via l'apprentissage coopératif et via des relations, l'expérience de la générosité. Et enfin, et là je rejoins, toi Sophie, forcément aussi, je ne sais pas si tu es la fille de Pierre, mais ça ferait du sens en lien avec tes propos par rapport à la nature. Philippe, tout ce que tu as dit avec le fait de danser avec les vivants, et toi, Caroline, aussi, je sais plus si tu l'as dit explicitement, mais je l'ai entendu, en tout cas, il y a le mot living dans Living School, se rappeler que on a besoin cruellement pas cruellement, on a besoin harmonieusement du vivant pour être heureux, et qu'en fait, si on n'en fait pas l'expérience à l'école, on sera jamais engagé pour la planète. Et on est en train de lancer un projet à la Fabrique Spinoza en ce moment qui me donne une énergie phénoménale. D'ailleurs, il y a des palmiers, vous voyez ici, sur le mur, bien que je sois chez moi, et j'ai des fleurs sur ma chemise, pour comment se relier au vivant. Ce projet, il s'appelle Nature, Bonheur et Citoyenneté. Et il part du principe que le récit écologique peut être punitif, mais qui peut aussi être extrêmement positif et joyeux. Et qu'il y a moyen de retoucher du doigt de notre corps, de nos émotions, tous les bienfaits du vivant. La sérénité, l'émerveillement, la contemplation, la reliance, les sentiments océaniques, tout cela. Mais pour ça, il faut créer des opportunités pour le vivre. Et on voit émerger un grand nombre de projets éducatifs qui ou bien emmènent les élèves ou les enfants ou les étudiants vers la nature, ou qui parfois font venir la nature dans l'école. Et cette expérience-là, elle est fondamentale parce qu'elle nous crée interdépendants avec l'ensemble du vivant, et elle fait que demain, on sera plus heureux, et deux, on aura cette relation juste et généreuse vis-à-vis du vivant. Et pour clôturer là-dessus, parce qu'on pourrait dire, oui, enfin bon, s'il y en a bien sur cette terre qui savent ce que c'est qu'être relié au vivant, c'est les enfants. Eh bien, c'est Lisa Garnier, l'écologue, qui cite dans son livre sur la psychologie positive et la nature qu'en fait, le vivant disparaît de nos imaginaires jusque dans nos chansons, dans nos films et dans les dessins animés. On parle d'amnésie environnementale ou d'extinction de l'expérience du vivant. Et tout ça pour dire que l'air de rien, nos enfants, j'en ai un tout petit, moi il a 2 ans et demi, il est dans la pièce à côté, eh bien sont en train de perdre le contact avec ça. Donc voilà, pour résumer, Julien, pour moi, une finalité qui serait belle, puissante et vertueuse, ça serait de redécouvrir notre interdépendance à tout ça, à nous-mêmes, à l'autre et au vivant. Tu jettes un magnifique pont à Philippe. Hein. Philippe, pour moi, il y a, il y a quelque chose à dire là-dessus, quoi. Donc à toi, Philippe. Oui, alors oui, je partage la jubilation qu'Alexandre nous partage, Caroline, Sophie, Julien. Moi, en matière d'éducation, j'aimerais aussi parler d'anthropologie, l'anthropologie humaine, la place du rêve chez le sujet, chez la personne, découvrir que nous sommes des êtres de désir, nous sommes des êtres d'aspiration, on aspire à quelque chose. Pour peu qu'on ait rencontré quelqu'un qui nous dise « mais apparemment quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire ?»
Et je t'ai vu là, ton regard brillait quand tu as vu cet instrument de musique ou cette canne à pêche ou ce camion. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah ben ça me parle, mais c'est précisément ça. C'est ça qu'il faut encourager. Je crois, en matière d'éducation, prendre en considération les désirs, les aspirations déjà des enseignants, des adultes, pour enfin voilà. J'entendais tout à l'heure dans la voiture cette femme qui disait, pour être capable de donner quelque chose à autrui, il faut se l'être donné à soi-même. Et je pense qu'un enseignant, moi j'aime beaucoup Alexandre, hein, quand tu avec cette joie, cet enthousiasme, quand tu dis l'importance de faire expérience de. Et donc l'expérience du désir, hein, ce qui m'attire, pourquoi je m'en rends pas digne? Et est-ce que j'ai fait l'expérience d'aller vers ce qui m'attire? Mon Dieu, que quand on travaille comme ça, il se passe des choses incroyables. Hein, se rendre digne de ce qui m'attire, mais c'est donc être très connecté à mon intériorité, finalement à mes désirs qui sont bien supérieurs à mes pulsions, à mes aspirations. Hein, et quand on travaille finalement les récits de vie, on entend quoi? C'est justement entre 9 et 14 ans que c'est là qu'il y a eu l'appel à la vocation. C'est là où il y a eu finalement, quand on creuse un peu, j'ai un ami paléontologue, il m'a dit, mais moi, au moment où mon grand-père me faisait deviner les noms des dinosaures, je savais qu'un jour je serais. Et c'est donner les moyens de. Donc pour moi, anthropologie, éducation, vraiment l'importance du désir, de l'aspiration. Et puis évidemment, hein, c'est sous-jacent à nos prises de parole, et découvrir que dans le désir nous invite à de la relation, à une relation élargie à la vie. C'est ce que Alexandre, tu nommes l'interdépendance, un concept bouddhiste, hein, qu'on connaît bien. Hein, découvrir que lorsque je me déplace, lorsque je pars de moi-même à partir de ce qui est enfoui et que je vais finalement de façon aventureuse vers le monde, eh bien effectivement ce désir me met en relation avec des personnes qui ont eu ou qui ont le même désir que moi ou qui ont une aspiration commune. Donc découvrir que l'éducation, eh bien finalement, elle doit susciter, elle doit engendrer l'être de relation que l'on est. On est des êtres de relation avec soi-même, tu l'as très bien dit, hein, les autres et le monde dans son ensemble. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, je souscris, Caroline, à ton partage sur cette joie de co-construire le monde. Hein, tous ces enfants, finalement, qui ont été écoutés sur leurs désirs, réellement sur leur vision d'aider, et quand on les accompagne, la joie immense, finalement, qui les saisit, qui les étreint à se lancer dans un projet. Ils rentrent chez eux, les recherches se poursuivent, les parents disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans cette classe pour que l'école se poursuive? Et ça, moi, j'aime beaucoup ça, de sentir que finalement, le désir, le rêve, finalement, c'est vraiment quelque chose qui nous conduit très loin. Juste une petite anecdote, il y a 2 ans, une élève non francophone dans la classe nous dit et si on allait voir des loups, je vous le fais très très court, mais c'est très puissant ce qui s'est passé. Et à sa question, il y a eu consensus de toute la classe. Alors moi qui me dis être un enseignant qui est dans l'autorisation, hein, permettre à chacun d'être auteur de soi, je me dis, voilà, te voilà bien avancé, il va falloir que tu permettes à des enfants de Gennevilliers d'aller croiser la route des loups. Et je vous invite comme ça à aller voir finalement le petit édicte qu'on m'a demandé. C'est un exercice compliqué, fastidieux, je tiens à vous le dire quand même. Mais cet enfant, Taya, par rapport à ce jaillissement souterrain, non seulement on est parti en montagne, non seulement on a eu des aides, non seulement on a pu voir des loups, et on a eu une vidéo exceptionnelle qui a redéfini ce que les biologistes en France pensaient sur les loups. C'est-à-dire que moi, ce paradigme me donne finalement cette force de témoigner que la parole des enfants peut construire le monde réellement, pour peu qu'on les accompagne. Et puis comment finalement, si je vous parle de la relation, comment ne pas parler de du concept de François Tadei quand il parle de territoire ressource, territoire apprenant. Je trouve que là, c'est une trouvaille magnifique. On a la possibilité d'expérimenter nous-mêmes que notre territoire, notre écosystème familial est ressource. Il est apprenant. J'apprends de ma femme, j'apprends de mes enfants, j'apprends de mon chien, j'apprends de ma plante, j'apprends de tout. Et tout est ressource. Et donc, étendu finalement à mon école, étendu à mon territoire local, eh bien, c'est ce que tu tisses merveilleusement depuis des années, Caroline. Tu crées même de la relation finalement entre guillemets avec les parias, ceux qui sont finalement qui ne vivent que de mendicité.
eh bien de découvrir que, eh bien même là, ça fait jaillir la joie, ça fait jaillir l'enthousiasme. Et moi, j'aime cette idée, évidemment, de coopération, mais cette espèce de joie immense à ne pas mentir, c'est réel. Nos enfants co-construisent le monde avec nous. Et donc, ça crédite les bases d'une éducation qui finalement doivent finalement révéler que nous sommes des êtres de relation, des êtres aussi dans la relation. Et comment ne pas revenir, Alexandre, sur ce que tu dis, sur ce projet de reconnexion qui te donne une joie immense. D'où vient cette joie? Je te pose la question. Est-ce que finalement, eh bien, tu t'inscris dans ce concept qui m'est tellement important, le concept de service? Est-ce que l'éducation est vraiment au service? Est-ce que finalement elle est au service de ce qu'est la vie, de ce que sont nos enfants vraiment dans leur singularité, leur unicité? Donc voilà, et puis dernier mot, parce que je pense que j'ai la cloche, hein, Julien, qui tombe. Oui, moi je suis aussi pour une pédagogie naturaliste, hein, faire l'école dehors, apporter aussi des représentants de la faune et de la flore dans une classe, découvrir qu'en étudiant, en observant, en contemplant un animal, c'est le sésame pour comprendre la biodiversité et s'y inscrire. Donc je crois, oui, en matière d'éducation, comprendre son histoire afin que cette histoire, eh bien, elle trouve sa résonance dans la grande histoire du monde. Voilà, moi j'aime beaucoup cette parole, hein, inscris ton histoire personnelle dans la grande histoire du monde. Voilà, je terminerai là-dessus, Julien. Merci Philippe. Et t'es bien placé en plus pour le dire parce que tu mets au point de nombreux projets justement en pleine nature avec ta classe. Et on pourra en parler peut-être après, le fameux projet Groenland qui est juste énorme, quoi. Et toi alors Sophie, quels devraient être les objectifs collectifs de l'éducation en 2050? Donc, moi, j'ai un petit problème avec le mot éducation. Okay. Déjà, parce que l'éducation en tant que plan, en tant que programme, a démontré qu'elle était constamment au service d'une idéologie ou d'un système. Donc, je déplore un petit peu qu'on soumette la vie et l'avenir de nos enfants à un programme issu du mental de certains adultes ou fonctionnaires ou hauts fonctionnaires ou peu importe. Donc, ou pas, ou même si ces programmes-là devaient être établis par des philosophes ou des maîtres ou je ne sais quoi, ça me poserait le même problème. Donc, ce qui m'irait mieux, et c'est ce que je pourrais projeter pour 2050 si l'univers m'entend, ce serait qu'on sorte de cette volonté d'éduquer pour offrir un espace à chaque être qui est sur cette terre, même s'il est tout petit, sans agisme. Donc, on parlait d'âges très différents. Donc, quelle que soit la personne, que soit offert des espaces où il y a la possibilité de rencontrer cette biodiversité, cette richesse, ces écosystèmes, ces personnes inspirantes, personnes faisantes, personnes pensantes qui vont enrichir le quotidien de celui qui apprend, et on apprend à tout âge. Du coup, je suis plutôt partisane de la liberté dans un cadre, la liberté dans un cadre organisé, dans un environnement organisé, à condition que ce cadre, cet environnement peuvent être, soient modulables, puissent être influencés par ceux qui en bénéficient. Donc, parce qu'un cadre qui serait gravé dans le marbre rigide, indéboulonnable, ça me parle pas non plus. Donc, ce qui me parle, c'est peut-être un espace qui est un espace de vie, peu importe où, dans lequel on peut agir, être, découvrir, expérimenter, avec une richesse, avec une grande diversité, et il n'y a pas les tenants de l'apprentissage, et pour moi, il n'y a pas les apprenants et les enseignants, les éducateurs et les éduqués, puisqu'on peut être tour à tour, et peu importe à quel âge nous avons, et peu importe où nous sommes, l'un ou l'autre. Donc l'idée,
que j'aime beaucoup, qui est développé par Peter Gray dans son livre Libre pour apprendre, à la fin du livre. Il a cette vision justement un peu d'anticipation où il verrait partout dans le monde, dans les villages, dans les villes, les quartiers, des laboratoires, des centres qui pourraient accueillir les gens qui veulent y faire des choses, de la cuisine, de la poterie, de la couture, des réflexions, des ateliers philo, de peu importe quoi, mais que tout ça puisse être accessible à chacun avec un cadre coopératif, collaboratif bien défini. Alors, on a des outils merveilleux aujourd'hui d'intelligence collective et pour soutenir la coopération, pour soutenir un imaginaire qui va se tricoter de manière collective, justement, et plus seulement une élite pensante qui va s'imposer à tous les autres. Puisque nous sommes tous des experts, là où nous sommes. Chacun est expert de sa propre vie. Donc, on est finalement tous experts et pouvoir partager cette expertise, ben, c'est quand même ce qui reste le plus intéressant pour moi, quel que soit notre âge, encore une fois. Et donc, moi, j'imagine assez bien la disparition de l'école, pardon pour ceux qui y tiennent beaucoup, au profit de lieux plus ouverts, plus collectivisés, plus où la biodiversité de ce qui s'y passe est enrichie, parce que je trouve que le fait de faire de l'école un espace très fonctionnel l'appauvrit finalement. Parce que souvent, on se retrouve avec des murs, des tables, des chaises, des tableaux, maintenant du numérique, des livres. Mais tout ça, c'est pas encore la vie, quoi. C'est pas encore à cet endroit-là qu'on rencontre la terre, qu'on rencontre l'humanité, qu'on rencontre le vivant. Bien sûr, il y en a. Et bien sûr, on peut avoir un aquarium dans la classe, un vivarium, on peut même aller faire une promenade au bord d'une mare ou d'une plage ou je ne sais quoi. C'est sûr qu'on peut le faire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on le fait un peu par défaut parce qu'on est dans cette organisation où tout est cloisonné et où les enfants là, passent leur journée dans un établissement qui est fait pour eux. Mais les vieux, ils passent leur journée dans un autre établissement qui est fait pour eux. Puis les travailleurs, ils vont au bureau, ils vont dans les tours, ils vont dans les endroits qui sont faits pour eux. Et finalement, tout ça ne se rencontre pas beaucoup. Et j'aime bien voir l'émergence aujourd'hui de tiers-lieux, d'espaces de coworking, de sortes d'écosystèmes qui germent un peu partout. Il y a en même temps du jardin, un restaurant, une brasserie, une salle de spectacle, des ateliers. Enfin, je trouve ces lieux vraiment très inspirants et avec les animaux, avec les végétaux, avec tout ce qui nous émerveille potentiellement, même si tout le monde va pas s'émerveiller de la même chose. Voilà, donc je suis partie un peu loin dans la rêverie, mais pour moi, c'est sortir justement du connu, sortir de nos limites pour aller rencontrer un mode de vie que peut-être on n'a pas encore tout à fait expérimenté, mais qui nous permettrait d'élargir nos vies considérablement et encore plus qu'on pourrait le faire avec juste des pédagogies alternatives dans des écoles conventionnelles. Ouais, surtout qu'on a largement les outils autour de nous, quoi, pour mener des expériences. Mais c'est ça. On est tellement riche, en fait. Il y a tellement de moyens, de créativité. Puis on a cet avantage en Occident d'avoir le ventre bien plein, d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Après, on ne sait plus à un moment donné si c'est un avantage ou pas, puisque on a quand même un degré de souffrance et de morosité qui est considérable et qui parfois est comparé au continent africain ou à d'autres peuplades qui, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils ont tout le temps le sourire et qu'ils ont envie de danser et de faire de la musique, alors que nous, des fois, on a perdu le lien avec des choses aussi simples. Mais voilà, c'est la complexité. En tout cas, partout dans le monde, je crois qu'il y a la possibilité de s'enrichir de ce qu'il y a autour et de faire fructifier, d'amplifier tout ces possibles avec une intention, bien sûr, de respect, de liberté pour chacun, de ne pas imposer sa vision, etc. Et c'est sans doute ça le plus compliqué. Ouais, c'est le principe un peu permacole, en fait, c'est de la permaculture. Ben, je pensais à la permaculture, justement. Ouais. Ouais, d'accord.
Alexandre, tu peux descendre un peu ton écran parce qu'on voit que ta tête. Tu sais? Ah ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux. Merci. Sophie, du coup, bah, tu vas enchaîner sur la dernière question. Alors, la dernière question, le thème, c'est implication pour l'apprentissage. Donc, la troisième et dernière question porte plus particulièrement sur l'apprentissage et ce qui devrait changer à l'avenir. Avec les visions de 2050 et les objectifs que tu viens de décrire, comment est-ce que la manière dont nous apprenons, la nature de ce que nous apprenons et les lieux où nous apprenons devraient changer dans le futur? Je te remets la Euh, question. alors, on a la chance d'avoir déjà pas mal de personnes qui ont fait avancer cette question sur la manière dont nous apprenons, par exemple, parce qu'on en sait quand même beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, même si je suis toujours étonnée de la manière dont, en Occident en tout cas, on est obligé de faire de grandes démonstrations et de grandes investigations à grands coups de moyens technologiques parfois, d'IRM et compagnie pour démontrer ce que les peuples premiers, par exemple, vivent de manière tout à fait authentique et sans avoir besoin de décortiquer, de faire de la dissection humaine pour savoir comment ça fonctionne. Alors, je pense par exemple à des choses comme l'allaitement maternel hein, qui a été contesté dans les années 60-70 et puis donc il a fallu de grandes études de l'OMS pour qu'il y a un dossier qui puisse sortir et qu'on puisse dire ah ben c'est l'allaitement maternel en fait qui est le plus adapté au bébé, sans blague. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, voilà, qu'on a besoin de repasser à la moulinette du mental et de tous nos conditionnements et de nos compréhensions scientifiques pour les mettre en lumière, mais c'est comme ça, on en est là pour l'instant. Et donc la manière dont nous apprenons, bah, elle est effectivement sous la lentille des microscopes, on regarde comment ça se passe dans le cerveau, etc. Et voilà, il y a des choses. Comme tout à l'heure, je partageais avec ma fille qui est en formation Montessori les découvertes de Stanislas Dehaene, par exemple, ou les 4 piliers de l'apprentissage, voilà, l'engagement actif, l'attention, la répétition, quand la consolidation. Enfin, tout ça, c'est ce que Maria Montessori disait déjà il y a plus d'un siècle, mais elle le disait avec des mots qui n'étaient pas solvables dans la logique des sciences de l'éducation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on le dit avec ce langage savant. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez empirique. Hein. D'abord, au début, j'étais une paysanne. Hein. J'avais le statut d'agriculteur. Je suis pas quelqu'un qui sait. Enfin, mon savoir s'est construit vraiment de manière très empirique en observant les enfants. Et puis, mes maîtres, ce sont les enfants, donc j'observe. Et puis surtout, je leur fais confiance. Et j'ai confiance dans le potentiel humain. Donc, je pense que enfin, s'il y a une question à se poser sur cette manière de faire, la nature aussi de ce que nous apprenons, qu'est-ce qu'il faut apprendre ou ne pas apprendre, et les lieux, ben, suivons les enfants, écoutons les enfants, ils nous montrent, ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont. Et je crois que ce que nous avons à reconquérir en premier lieu, c'est la confiance dans ces processus, qui sont des processus naturels et qui sont, par définition, pour moi, optimaux. Je sais pas si on dit comme ça, optimaux. Parce que effectivement, la manière d'apprendre d'un enfant, bah, c'est de s'émerveiller, c'est de s'enthousiasmer, c'est d'être vivant, c'est d'être les yeux ouverts à aller explorer le réel. Et paradoxalement, quand on veut s'imposer dans ce processus, eh bien souvent, on crée plus une entrave qu'une aide. Si on n'est pas conscient de la fragilité quelque part de ce qui est à l'œuvre et de son précieux, du précieux de ce qui est à l'œuvre. Et c'est un peu pareil, je crois, avec les plantes, avec les animaux, c'est que il y a cette logique du vivant, il y a cet élan vital, et que le grand travail, ça va être de ne pas interférer sur les lois de développement qui sont là. Donc voilà, moi je dirais apprenons à regarder les enfants, à regarder le vivant,
Et là encore, ça rejoint la permaculture parce que c'est vraiment ce qu'on va faire en premier en permaculture quand on arrive sur un territoire, c'est qu'on commence pas par agir et par intervenir sur ce territoire. On commence par l'observer, regarder tout ce qui s'y passe spontanément, avec cette intention de respecter les forces de vie. Et donc, pour respecter les forces de vie, eh bien vraiment, il faut beaucoup d'attention et de précaution. Et c'est ce qui m'a plu, moi, dans la pédagogie Montessori à la base, c'est que vraiment, c'est changer son regard sur l'enfant pour se laisser guider par lui. Et parce que je pense pas que, voilà, encore une fois, il y a des choses bonnes à apprendre et des choses qui sont pas bonnes. Et il y a des choses qu'il faudrait mettre au programme et en enlever. L'idée, ce serait d'enlever ce programme et de laisser chacun aller vers ses aspirations, ses élans, et de nous se surprendre les uns les autres, même dans ce qui nous intéresse, ou des pensées, des réflexions, des investigations qui vont se faire spontanément. Après, concernant les lieux, eh bien voilà, je reviens pour moi, le lieu, ça reste vraiment quelque chose de central dans le développement cognitif, quel que soit notre âge. C'est vraiment cette diversité, ces lieux où la nature est présente parce que c'est vraiment notre milieu d'origine et que on lui appartient, on en fait partie et on peut pas s'en extraire comme ça sans conséquence sur notre état d'être et aussi sur notre compréhension globale du vivant, parce que si on s'extrait de la nature, on perd quelque part le lien avec ce qui nous permet de la comprendre. Donc je pense que voilà, des lieux vivants, c'est absolument central. Merci. Merci Sophie. Caroline, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Hop, et voilà. Alors, il y aura tant à dire parce que je me dis aussi que si on part du paradigme actuel, il y a du boulot quand même. Mais je dirais déjà dans la manière d'apprendre, prendre en considération déjà la façon d'être à la fois des adultes et des enfants, des élèves, des jeunes. Qui n'est jamais au programme pour l'instant, ou très rarement. On a beaucoup entendu parler du terme de bienveillance dans les programmes à un moment, mais c'était pas très très concret. Et pour moi, cette façon d'être, notre savoir-être, a besoin d'être au programme pour le coup. Et surtout, c'est peut-être ce qu'il pourrait rester à la fin, parce que finalement, vu qu'on voit qu'on peut aller apprendre tout, des meilleurs un peu partout, grâce à nos outils aussi en ligne, etc. Enfin, je trouve que c'est quand même assez génial de se dire que si aujourd'hui on veut apprendre à faire un gâteau comme ci, toc, on va sur Internet et hop, on le trouve tout de suite comment faire. Mais si on veut aussi tourner une pièce en bois, on peut aller regarder un menuisier, je sais pas où, qui partage sur sa chaîne YouTube son savoir-faire. Ben, c'est quand même assez super de se dire on peut retrouver tous ces savoir-faire partout. Et donc je me dis, si l'école peut rester le lieu finalement où on développe aussi nos savoir-être, notre apprendre à vivre ensemble, ils le disent dans les programmes, vivre ensemble, mais pour l'instant, on ne sait pas bien le faire puisque le savoir-être n'est pas intégré. Alors, on a besoin du savoir-être pour apprendre à vivre ensemble. Voilà, donc moi j'insisterais sur le fait que le savoir-être doit avoir sa place. Nous, on en a carrément fait, enfin, à la fois c'est en transversal puisque c'est la vie, le savoir-être, on a une façon d'être en maths, on a une façon d'être, enfin, peu importe ce qu'on fait, notre savoir-être est là, mais on en a fait aussi une matière à part entière où on aborde des choses comme apprendre à s'affirmer plutôt qu'à réagir, où on va apprendre aussi aux enfants dans des mises en situation comment résoudre leurs conflits, mais en partant des situations réelles. Où on va leur apprendre à développer ce qu'on appelle un bon repère intérieur, c'est-à-dire plutôt que de sans arrêt accorder une importance démesurée au regard des autres, à ce qu'on pense d'eux, et à donner trop de poids à ces regards extérieurs, leur apprendre vraiment à remettre le regard à l'intérieur sur leur potentialité et à se dire, au fond de moi, qu'est-ce que je ressens qui est juste et comment je me positionne à partir de là et pas à partir de tout ce que les autres me disent ou de ce qu'on me renvoie sur moi. Donc pour moi, le savoir-être, il serait clé dans les apprentissages à venir.
Et je dirais aussi, partant du paradigme dans lequel on est assez enfoncé en France, qui est d'avoir mis à ce point le focus sur le mental, mais tellement découpé de tout le reste de notre être que ça devient abstrait, même menteur parfois, parce que c'est complètement déconnecté de la vie. Pour moi, on a besoin aussi d'une éducation qui va prendre en considération la globalité de l'être, qui va s'adresser au corps, et pas toujours de manière morcelée, parce on est des pros pour faire ça. Tiens, alors là, maintenant, c'est le corps, tout à l'heure, ça va être le cœur, ensuite, ce sera la tête. Non, je pense qu'on a besoin de tout faire fonctionner ensemble harmonieusement. Mais ce que je veux juste dire, c'est que le corps, c'est horrible. Aujourd'hui, il subit complètement dans la classe. Il est au service d'eux et voilà, il sert à se déplacer d'une salle de cours à l'autre, alors qu'en réalité, c'est un tel, le corps, c'est formidable ce qu'on peut faire avec le corps, tout ce qu'on peut apprendre avec le corps, et c'est le lieu de l'intégration. Donc il y a ça, il y a la dimension du cœur dans ces 4 niveaux du potentiel de l'être humain, puis la dimension intellectuelle, mais qui aurait besoin d'être on a besoin de développer une intelligence globale chez les êtres humains, qui prend justement en compte toutes nos dimensions, et pas cette intelligence abstraite, coupée de tout le reste, qu'on a surdéveloppée et qui nous mène à la catastrophe, je trouve. Et puis la créativité. Moi, je trouve terrible qu'on consacre aussi peu de temps à être créatif. Moi, j'adore le fait qu'à l'école, ici, on leur laisse du temps pour être créatif, pour se lancer dans de la création, pour avoir leur projet de création, pour vivre le fait d'être créateur. Je crée ma propre BD, mon propre scénario, mon propre mandala, enfin, d'être créateur. Et je trouve ça génial. C'est hyper important de pouvoir se vivre comme créateur, ce d'autant que vu les enjeux auxquels ils vont devoir faire face, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent être créateurs. Et puis, j'aime bien l'idée qu'on puisse partir de leurs élans. Moi, je rejoins assez Sophie sur le fait que il y a un moment où évidemment l'école on pourrait fonctionner une société sans école, mais il faudrait que la société soit inclusive, c'est-à-dire qu'on puisse accueillir les enfants auprès de chacun d'entre nous pour apprendre auprès de chacun d'entre nous. Enfin, ça, ce serait le rêve, ce serait génial. Mais en attendant, je me dis si on peut au moins fonctionner à partir de leurs projets, de leurs élans à eux, et que les apprentissages se fassent au travers de leurs projets, de leurs élans à eux, ça me paraît être plutôt bien. Évidemment, la coopération, ça c'est la base, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une école qui a poussé la compétition à fond. Là, on a accueilli, comme je vous le disais, de nouveaux élèves cette année, mais vraiment, on hallucine des élèves qui font comme ça quand ils font des travaux parce qu'ils voudraient pas que d'autres les copient, et où tous les autres autour, nous, ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'inquiète pas, tu as le droit de te tromper ici. Enfin, donc voilà, sortir de la compétition, aller vers la coopération, être dans la joie, dans le plaisir. Et puis sur moi j'ai envie de dire dans l'urgence, le plus possible au contact de la nature. Alors c'est génial quand à la ferme des enfants, tu es dans la nature déjà. Et nous, t'imagines, on est en ville à Paris dans le 19e, bien dans le béton. Et donc, on fait ça, on a la chance d'être quand même en face du parc des Buttes-Chaumont. Et donc, une demi-journée, dans toutes les classes, une demi-journée par semaine, on est au parc des Buttes-Chaumont et on fait nos apprentissages avec la nature, un peu dressée, on va dire, mais du parc des Buttes-Chaumont. Et je trouve ça tellement important d'avoir ce lien-là, de pouvoir voir les saisons, de pouvoir... je trouve qu'on a tellement besoin de recréer ce lien à la terre. Et là, on va démarrer justement, donc derrière, on a 90 mètres carrés d'espace, un terrain qu'on va essayer de lancer en permaculture. Donc là, on voudra bien de tes conseils, Sophie. et je trouve ça génial de leur redonner ce lien à la terre, le fait de faire pousser ces légumes, ces fruits, mais le fait aussi juste de pouvoir s'émerveiller, de partager ensuite ce qu'on aura planté. Enfin voilà, tout ça, je trouve ça formidable. Et puis ouvert. Je trouve qu'on a besoin d'ouvrir davantage vers l'intérieur de l'être humain et davantage vers l'extérieur. L'école, elle est trop fermée, c'est terrible. Et puis là, avec du J-Pirate, je vous laisse imaginer en ville ce que c'est, mais pour nous, on crée du lien dans le quartier. On connaît la maison de retraite, on connaît la salle de danse en face, on connaît le CAT à côté, on connaît les gens des espaces verts. Enfin, et je trouve que l'école, elle devrait être ouverte comme ça. Surtout, on connaît la boulangerie. On devrait, même les gens du Franprix nous saluent, ils nous connaissent. Enfin, voilà. Et je trouve qu'on devrait être ce lieu d'ouverture qui crée du lien avec le voisinage et qui permet justement cette transition dont on a besoin. L'école pourrait même devenir un lieu moteur dans la transition.
en amenant les voisins à bouger autour de projets de potager. Voilà. Pour moi, on doit pouvoir recréer du lien et créer la transition tous ensemble avec les écoles. Top, merci Voilà. Caroline. Et toi Alexandre, je te remets la question. Déjà, je voudrais dire que j'avais oublié où était la Living School, Caroline, mais moi, je suis en face du parc des Buttes de Chaumont, là, donc il faudrait que je regarde à quel numéro c'est, parce que si ça se trouve, on est physiquement à moins de 300 mètres l'un de l'autre. 93 bis rue Manin. Ensuite, je voudrais juste... Ah d'accord, ok, à 80 numéros de toi. Et je passerai te voir. Je voudrais quand même avoir un petit point de désaccord avec toi, Sophie, juste une seconde, sur le fait que on soit réticent à laisser rentrer certaines choses à l'école. À la fois, je suis d'accord avec toi, je suis vraiment d'accord au sens où il y a des choses intuitives qui devraient réussir à y arriver plus vite. Et en même temps, je sens que notre école républicaine, elle est aussi protégée et qu'on a la chance de pas avoir un enseignement sur l'intelligent design à l'américaine, le créationnisme, qui est peut-être vrai, mais qui est pas prouvé, que sur l'exemple de l'allaitement, c'est bien d'avoir la science qui nous rappelle qu'une femme, si elle boit de l'alcool alors qu'elle allaite, eh bien, c'est pas bon pour son enfant, qu'on a pensé que les enfants, il fallait les faire dormir à plat ventre, puis sur le dos ou sur le côté et que ça change tout le temps. Tout ça pour dire que je pense que l'école doit s'ouvrir plus, mais qu'elle est quand même aujourd'hui un peu protégée par rapport à ce qui trouve son chemin jusqu'à elle. Donc, il y a un entre-deux à trouver. Après, sur cette grande question nature, manière et lieu, commencer par les lieux, sans penser à des grandes révolutions. Il faudrait déjà imaginer, en attendant de pouvoir avoir des fermes ou des lieux pleins de biodiversité, d'avoir des espaces plus modulables. Et de la même manière qu'au travail, on a pas seulement un bureau individuel ou un lieu de conférence, mais avoir des classes où il peut y avoir du coopératif, du créatif, du magistral, du corporel, etc. Ça me paraît important. C'est des budgets certes, mais je pense qu'il faut le faire. Ensuite, sur les contenus à apporter à l'école, on en a déjà dit beaucoup. Il y en a sans doute à enlever parce que la connaissance peut se trouver dans des lieux extérieurs à l'école et donc faut peut-être y apporter d'autres choses. Faut accepter d'enlever des choses pour en remettre d'autres. Je suis d'accord avec tout ce qui est sur le savoir-être. Je pense que la connaissance de soi, l'expérience du centrage, c'est des choses importantes. Et puis peut-être aussi, puisqu'on est tous d'accord sur le fait d'apprendre à se relier au vivant, d'apprendre à communiquer différemment, dire qu'il y a des choses très pragmatiques de la vie qui pourraient être examinées à l'école. Et nous, à la Fabrique Spinza, on avait lancé pour adultes, pas pour enfants, mais ça marcherait aussi bien, des réflexions sur l'argent, sur la réussite, sur la démocratie, sur la religion. Et en fait, on l'avait aussi fait avec des élèves d'ailleurs. On avait interrogé 1200 élèves d'une cité scolaire, 500 élèves d'une cité scolaire à Sceaux, sur l'argent de poche. Et ils étaient la moitié d'entre eux à répondre qu'ils voudraient gagner beaucoup plus d'argent de poche. Donc dès l'âge de 13-14 ans, on voit qu'il y a un matérialisme qui est posé. Et interroger les élèves là-dessus, c'est une manière de leur faire réfléchir à quel est le sens de la vie et qu'ils prennent un bon parcours plus tard, pas seulement un qui les rendra riches et donc pas forcément heureux, même si ça aide. Donc ça, c'est sur les contenus. Je pense qu'il y a de la place à faire pour réinsérer des choses qui sont vraiment qui permettent de prendre du recul sur l'existence, d'être plus sage et plus heureux et plus contributif à nos sociétés. Et enfin, sur la manière, la manière, j'ai envie d'ancrer un peu ma réponse dans l'actualité tragique et dire que dans la manière, je pense qu'il faut prendre soin des enseignants. On parle beaucoup des élèves, mais s'interroger comment est-ce qu'on peut être de manière obsessionnelle à prendre soin d'eux. Vous voyez à quoi je fais référence, cet assassinat tragique d'un enseignant. C'était déjà le cas avant, ça l'est encore plus maintenant. On a publié à la Fabrique Spinza un rapport qui s'intitule « Pour une fonction publique heureuse » et qui examine des pistes pour qu'ils soient plus heureux. Il y a des choses assez simples comme administrer des baromètres du bonheur à l'école qui soient à la fois pour les parents, pour les élèves et pour les enseignants
pour qu'ils aient une manière de parler et ensuite de dialoguer, pour qu'on trouve des solutions pour que tout le monde se sente mieux. Et je pense que c'est un sujet qui est complexe, mais qu'il faut aborder quand même. C'est que, non, avant le sujet complexe, j'ai envie de dire, les enseignants, ils sont pas tout puissants, et donc il faut qu'on les aide, et il faut qu'il y ait d'autres gens auprès d'eux. Le proverbe africain est très joli, dit, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est vrai. J'aime bien ton idée, Caroline, ouvrir sur le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont pas des enseignants, qui peuvent venir soutenir les enseignants. Et je pense que si cet enseignant assassiné vendredi avait eu le soutien d'organisations qui sont spécialisées dans l'enseignement du fait laïque, du fait religieux, de manière laïque, eh bien, il y aurait peut-être pas eu ce drame-là. Donc, on a besoin de faire rentrer de l'éducation populaire pour soutenir nos enseignants. Alors, peut-être qu'autour de la table, ce que je dis, on trouvera ça peu moderne parce qu'on envisage une révolution de l'enseignement. Moi, je me dis qu'il faut déjà commencer par ça, par ouvrir plus l'école à d'autres. Et puis, enfin, le sujet complexe, c'est que il y a quand même une vraie question d'autorité dans les classes. Les enseignants arrivent et ont des étoiles dans les yeux parce qu'ils aiment les enfants, ils ont envie de transmettre un savoir et selon l'endroit où ils arrivent, ils se prennent de ces claques au tout début. Oh là là, arriver avec autant d'amour, de bienveillance, de passion et voir qu'on a en face de soi des élèves qui sont pas forcément responsables de leur comportement mais qui sont aussi difficiles ou turbulents, turbulents étant un euphémisme, parce qu'ils sont pas bien peut-être dans leur vie, enfin et pour tout un tas de raisons socio-professionnelles, c'est extrêmement difficile et je pense que il faut élargir les systèmes de tutorat inter-professeurs, il faut les renforcer, que maintenir un climat scolaire positif dans l'école, on a les outils, mais que ils sont pas encore suffisamment partagés. Et en général, il est politiquement pas correct de dire qu'il faut renforcer la formation des enseignants sur la pédagogie, parce que c'est vu comme une marque de défiance, mais moi je vois ça comme une marque de soutien. Il faut privilégier l'enseignement du maintien d'un bon climat scolaire et de la pédagogie à la sélection sur la maîtrise des contenus pour les enseignants, parce que c'est ça qui fera qu'ils seront capables de faire découvrir des matières, des apprentissages aux élèves. Et je vais prendre juste un petit exemple concret. Lorsque il y a un des membres de la Fabrique Spinoza qui est enseignant, et lui, il arrive à apaiser le climat scolaire en ayant gamifié et ludifié le système de la nuit debout, où on demande, on utilise des systèmes de communication gestuelle pour signifier son accord ou son désaccord. Quand un élève prend la parole, s'il est trop long, on lui fait ce signe-là pour dire vas-y avance. Ça, c'est pour demander de la clarification. Tu t'éloignes du sujet. Et en fait, des choses comme ça qui sont à la fois extrêmement connues, sont aussi pas répandues, peut-être parce que pas adaptées à toutes les classes, mais en tout cas, il y a un formidable terreau de savoir à partager pour arriver à avoir une discipline positive ou un climat social apaisé. Et ça, je pense que c'est le préambule face aux violences grandissantes dans les classes. Et ça permettra à nos enseignants d'aller mieux. Et peut-être, j'avais dit que j'allais terminer, mais une dernière chose qui me vient, c'est que quand même aussi parler, même si on rêve ici, parler de rémunération. Et que les enseignants ont besoin d'être beaucoup plus rémunérés. Même si le sens qu'ils trouvent dans leur métier lorsque ça se passe bien, eh bien, est une vraie rétribution, ils devraient quand même être plus rémunérés. Et l'une des propositions de la Fabrique Spinoza, c'est de dire qu'il faudrait organiser une grande conférence citoyenne avec 100, 150 citoyens où on les interroge sur, pour vous, quelle est l'échelle de rémunération juste pour l'ensemble des métiers en France et d'aboutir non pas à une obligation, ça serait pas réaliste, mais simplement à une sorte de guide éthique ou de partager de notre conscience de nos utilités respectives par nos métiers. Et je pense que ça serait un premier pas pour faire prendre conscience à nos enseignants à quel point on les aime, on a besoin d'eux, et à nos gouvernants, eh bien, de trouver des solutions pour augmenter leur rémunération.
même si on a des enjeux budgétaires qui sont forts. Voilà, donc prenons soin de nos enseignants. Merci Alexandre. Philippe, tu vas avoir le mot du dernier mot, enfin la phrase du dernier mot. Voilà, j'en ai fini. Moi, j'aime bien dans le mot apprentissage, de ne pas le découper, mais de mettre un trait d'union entre apprend et tissage. J'aime bien l'idée d'un tissage, d'un maillage, et que finalement, ces contenus, ou les contenus du socle commun, c'est une banque de connaissances, c'est colossal. C'est-à-dire, on ne peut pas passer à côté de cette banque qui est quasiment océanique. Et je crois qu'il y a vraiment là une matière extraordinaire qui va aussi finalement avec l'antériorité d'enseignants, de chercheurs qui ont réfléchi sur les questions qui nous animent et qui, quand on consulte leurs travaux, quand on les voit en vidéo, on peut aller bien plus vite dans cette quête finalement d'épanouissement ou d'accomplissement personnel au service. Quand je vous entends, je me dis, voilà, George Snider, l'enseignant et sociologue, qui disait, mais il faut redonner le sens de l'amour aux sciences de l'éducation. Et évidemment, c'est pas le sens des bisous, des baisers, mais le sens finalement de, voilà, la primauté de l'être, ce que nous partageait tout à l'heure Caroline, vraiment d'un paraître, d'une forme d'élitisme ou de comparaison à vraiment, est-ce que on va enfin entrer dans quelque chose qui concerne finalement l'être de relation, l'être d'émerveillement, l'être de potentiel, l'être qui, alors on a fait un pas en avant il y a 20 ans, où finalement l'élève n'est plus, où l'enfant n'est plus tellement celui qui consigne et qui bachote, c'est celui qui est acteur. Et je crois qu'on peut demander aussi dans le futur de l'éducation à ce que l'enfant soit davantage auteur. Auteur, c'est que sa part singulière, sa part unique s'exprime. Et je pense qu'on a tous plein d'anecdotes de nos enfants ou d'enfants qu'on a eu en classe qui ont su nous émerveiller sur une part singulière qui était là. Et cette part singulière, eh bien, l'enseignant peut l'avoir si lui-même a expérimenté le chemin de devenir auteur aussi de sa vie. Donc, tout ça est plein d'espérance, mais va chercher aussi une qualité dans la formation des enseignants, qui va avec, je suis d'accord, Alexandre, avec la rémunération. La question du lieu. La question du lieu, c'est effectivement que, moi j'aime beaucoup cette expression, que la classe soit une fenêtre ouverte sur le monde. C'est-à-dire que ce cadre-là, parfois aussi exigu en apparence, eh bien, ce soit un lieu d'élaboration, un atelier, un peu comme disait René Char, l'atelier du poète. C'est là où va se construire finalement un savoir mobile, un savoir pulsatile, c'est-à-dire pressentir l'énergie du monde, l'énergie qui soutient le monde et être capable finalement ces sensations, ces ressentis, et puis finalement les organiser de façon transversale et pluridisciplinaire. Je pense que en matière de futur, je pense qu'il faut vraiment expérimenter pour l'enseignant un travail transversal et pluridisciplinaire. Un petit exemple, cette année, dans la dynamique du désir, j'ai proposé à mes élèves de travailler sur les mots enthousiasme, désir et choix consenti. Et ils ont choisi, ils comprenaient pas trop au départ, et je leur ai dit, voilà, je vous propose 5 ouvrages en littérature jeunesse, vous allez en choisir un en connaissance de cause. Ils en ont choisi un, Jules Verne, 20 milieux sous les mers, et depuis, je n'ai pas de manuel, enfin ça fait 4-5 ans que j'enseigne sans aucun manuel, et finalement, ce qu'ils ont choisi, de façon pas, on va dire majoritaire, mais finalement, il y a du lien en art, discussion de problèmes, en sciences, il y a de la recherche de l'Inde, 19e siècle, et il se passe des choses, moi, qui me surprennent. C'est-à-dire que je suis aussi l'enseignant témoin de synchronicité en périphérie du projet, et moi, ça m'émerveille, ces synchronicités. Eh bien, passe à son enfant un très vieux bouquin de Jules Verne. C'est la bibliothécaire d'à côté qui entend parler du projet, qui apporte son grain de sel. Une espèce de collaboration, chacun apporte finalement un petit peu sa part. Alors, je vous ai parlé effectivement de cette importance que l'enfant devienne auteur très rapidement, le plus rapidement possible. Donc, ça demande effectivement que l'enseignant, on est bien d'accord, soit auteur. Je me répète, mais pour moi, c'est tellement important ce sujet-là.
et que, encore une fois, l'enseignant ait pu expérimenter sa présence au monde. Hein, je pense qu'enseigner véritablement, c'est être présent, une qualité de présence, une qualité de regard. Hein, vous connaissez Daniel Pennac, l'œil du loup, hein, cet enfant Afrique qui finalement se met à niveau du loup blessé, et le loup blessé parce qu'il voit qu'il y a un rapport finalement d'amis. Alors le loup accepte d'offrir sa vie blessée et ils deviennent deux amis extraordinaires. Donc évidemment que dans l'être, il y a aussi prendre en considération l'histoire sacrée de chacun. Et je souscris effectivement à ce que partage Caroline, cette difficulté qu'on a à prendre le temps de prendre. Sophie aussi qui disait ne pas saisir tout de suite, mais être plutôt dans une observation de qui sont-ils, comment fonctionnent-ils avant de leur demander telle ou telle chose. Donc on voit que finalement on a un magnifique chantier devant nous quant à ce futur de l'éducation, hein, et puis comment effectivement ne pas, sur les moyens, comment finalement ne pas majorer de nos enfants au monde naturel jusqu'à désirer une connexion. Ça me paraît effectivement fondamental. Hein, donc en résumé, pour moi, 2 ou 3 axes extrêmement importants. C'est important finalement de susciter une dimension d'auteur chez nos enfants, d'essayer de penser les apprentissages comme moyen d'incorporer sa vie de façon réelle à la grande aventure du monde, penser les contenus de façon transversale et pluridisciplinaire, et puis évidemment ne pas oublier finalement cette biodiversité qui crie finalement, qui crie dans la violence quelque chose. Donc voilà, évidemment moi aussi je rêve, hein, Sophie, tu n'es pas la seule à rêver, à avoir des rêveries. Je rêve effectivement d'un espace très simple, mais ouvert. J'aime bien l'idée du cadre, mais un cadre ouvert. Un cadre ouvert où on finit par ne plus voir le cadre à un moment donné. Mais je pense que la question du cadre, je crois, est extrêmement important en matière d'éducation. Mais oui, hein, je redonnais le sens de l'amour à l'éducation, à l'école. Hein, ça me paraît effectivement, voilà, très important. Alors peut-être nous une maxime, celle du projet Cap au Nord. Hein, bien c'est bien celle de donne le meilleur de toi, mais ne sois pas le meilleur. Et je pense que il faut d'emblée bannir toute forme d'élitisme, de comparaison, finalement, dans nos propositions. Hein, je ne vais plus employer le mot d'école, mais si on se dit être des guides, des accompagnateurs, eh bien, il faut effectivement mettre en abîme toute forme de comparaison, d'élitisme, valoriser une qualité de relation, une qualité d'empathie, parce que finalement, c'est ça qui tient le monde. On le voit aujourd'hui. Pas la cible, hein, donc peut-être que d'atteindre la cible, c'est choisir d'être un homme, une femme reliée, avec une amitié inconditionnelle pour tout ce qui est vivant. Voilà. Merci Philippe. Merci les amis. Ça va, ça a duré 1h30. C'était vraiment très enrichissant. Je vous rappelle que vous vous verrez physiquement au 4e congrès Innovation de l'Éducation le 20 et le 21 février à Paris, si c'est maintenu, je croise les doigts, évidemment. Si vous souhaitez rentrer en contact les uns avec les autres, n'hésitez pas à me demander, ou je peux même créer un groupe WhatsApp, si vous êtes OK avec ça, et je vous mets les 4 dedans, avec Laure et Anne-Marie. Ouais, ça vous va? OK, cool. Bon, on va passer une soirée. Je vais terminer tout ça avec la bande-annonce du film L'école de la vie. Ouais. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, merci Julien, merci Sophie. Bonsoir à tous. Merci à tous. Ciao. Au revoir les amis. Ah, ça fait un plaisir de vous voir, Bye. vraiment, ça fait plaisir. Bye. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie.
Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas. Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert? Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je savais pas comment répondre aux besoins de l'enfant. Parce que parent, ça s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans l'école alternative soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation à la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens, si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.